L'État sénégalais cherche à lever 300 milliards de francs CFA. C'est une somme, hein. Et l'instrument choisi, l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, ou APP, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il s'adresse potentiellement à tout le monde. Ah oui, pas seulement les gros investisseurs, hein. Exactement. Petits épargnants, grandes institutions. C'est très large. Et tout ça, c'est encadré par la loi de finances rectificative 2025. L'objectif affiché est clair. Financer les priorités de l'agenda Sénégal Vision 2050. Hmm. Et ce qui frappe tout de suite dans les documents, c'est l'accessibilité. On peut souscrire à partir de 10 000 FCFA. C'est vraiment très bas comme ticket d'entrée. Tout à fait. Et on nous parle de taux d'intérêt annuel présentés comme attractifs, hein. Ça va de 6,40% à 6,95%. Est-ce que c'est vraiment pensé pour attirer le grand public, en plus des acteurs habituels? Bah, c'est clairement l'intention, oui. Ce seuil de 10 000 FCFA, c'est un message fort. Ça vise à mobiliser l'épargne nationale, y compris celle des ménages, pas juste les institutionnels. Et si on ajoute les taux proposés, bon, ils semblent compétitifs sur le marché régional de l'UMEA en ce moment, même s'il faut toujours comparer, bien sûr. Mais oui, l'idée, c'est d'avoir une base d'investisseurs très très large. D'accord. Et puis, il y a l'argument choc, la garantie de l'État. On voit partout, sûr et garanti. Pour un épargnant, savoir que c'est l'État derrière, surtout un État qui, comme le rappellent les fiches, a une bonne réputation d'emprunteur. Oui, ils insistent sur les succès des levées précédentes. Voilà, c'est un facteur de confiance essentiel. Ça réduit beaucoup le risque perçu. Donc, ce n'est pas juste pour financer l'État, il y a aussi une idée de développer le marché financier local, peut-être? Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est cette double, voire triple fonction. 1. L'État trouve des fonds pour ses projets à long terme. 2. Il propose un produit d'épargne qui peut être intéressant et surtout sécurisé pour les citoyens et les investisseurs de la zone. Et 3. D'un point de vue plus stratégique, ça participe à l'approfondissement du marché des capitaux domestiques. En fait, en habituant les gens à prêter à l'État via des obligations, on renforce le circuit de financement interne. C'est un peu une sorte de patriotisme économique, si on veut. Intéressant comme perspective. L'épargnant devient un peu un créancier direct des ambitions nationales. D'accord. Alors, regardons la structure. Il y a 4 tranches avec des durées et des taux différents. Plutôt que de les lister bêtement, comment on peut comprendre la logique derrière ça? On a du 3 ans, du 5 ans, 7 ans, 10 ans. Les taux montent, mais il y a aussi ces histoires de remboursement in fine ou avec différé d'amortissement. Oui, cette structure en tranches, c'est assez classique, mais ça en dit long sur la stratégie. D'abord, varier les maturités, 3, 5, 7, 10 ans, ça permet de, de ratisser large auprès des investisseurs. Ratisser large. Oui, certains voient le placer à court terme. Même si le taux est un peu moins élevé, c'est la tranche A, 6,40% sur 3 ans. D'autres cherchent plus de rendement et sont prêts à bloquer leur argent plus longtemps. Là, on va jusqu'à 6,95% sur 10 ans pour la tranche D. L'État essaie de capter différents types d'épargne, différents profils. Logique. Ensuite, les modalités de remboursement. C'est crucial pour la gestion de la trésorerie de l'État. Le remboursement in fine pour la tranche A, c'est simple. Chouette. Tout le capital est remboursé à la fin des 3 ans. D'accord. Pour les tranches plus longues, B, C et D, il y a ce qu'on appelle un différé d'amortissement d'1 ou 2 ans. Ça veut dire quoi concrètement? Pendant 1 an ou 2, au début, l'État ne paie que les intérêts. Ah, pas le capital. Non. Pas le remboursement du capital tout de suite. Ça lui donne de l'air, une marge de manœuvre budgétaire au démarrage. C'est utile, le temps que les projets financés commencent idéalement à générer des retombées, avant que la charge du remboursement du capital ne démarre vraiment. C'est une gestion assez prudente, en fait. Je comprends mieux. Et pour la sécurité de tout ça, on voit passer des sigles. SGI, BTC, CS, AMF, UMOA. Pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, ça veut dire quoi en termes de sécurité concrète pour celui qui investit? Ah oui, c'est un point absolument clé pour la confiance. Alors, les SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation, ce sont, pour simplifier, les courtiers, les intermédiaires agréés par lesquels il faut passer pour acheter les obligations. Ok. Les BTCC, les banques teneurs de comptes conservateurs, ce sont les banques qui vont garder vos titres, vos obligations, de façon électronique, dématérialisée. Et le fait que tout ça soit chapeauté par l'AMF-UMOA, l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, c'est le gendarme financier de la région, ça garantit que l'opération suit des règles strictes. Quelles règles, par exemple? Des règles de transparence, de bonne conduite, de protection des investisseurs. Ça assure la traçabilité, la sécurité des transactions, la bonne conservation des titres. C'est tout un écosystème réglementé qui est là pour rassurer. D'accord, donc c'est un cadre sécurisé.
Cette idée de confiance, elle revient tout le temps. Les fiches insistent lourdement sur la crédibilité du Sénégal, État crédible et engagé, émetteur de référence. Pourquoi c'est si important au fond? Et on voit aussi le nom d'Impaxis Securities comme arrangeur et chef de file. Pourquoi ce choix est-il stratégique? La crédibilité de l'émetteur, c'est vraiment la pierre angulaire. Pour que des gens vous prêtent 300 milliards, il faut qu'ils croient que vous allez les rembourser avec les intérêts et à temps. C'est la base. Et sur quoi repose cette crédibilité? Sur plusieurs choses. Les performances économiques passées et actuelles, la stabilité politique, la bonne gestion des finances publiques et bien sûr l'historique des remboursements précédents. Le Sénégal met en avant ses succès passés sur le marché pour dire « Regardez, on est fiable ». Sans cette crédibilité, soit l'État ne pourrait pas emprunter autant, soit il devrait payer des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Mhm. Et Impaxis Securities dans tout ça? Alors, le choix d'Impaxis, ce n'est pas juste un détail technique. Un arrangeur et chef de file, surtout un acteur bien connu dans la région comme Impaxis, ça apporte plusieurs choses. D'abord, l'expertise pour bien structurer l'offre, les tranches, les taux, etc. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, ça apporte un réseau d'investisseurs institutionnels, banques, assurances, fonds de pension, et même des particuliers aisés. Et ça apporte aussi sa propre crédibilité à l'opération. Comme un label de qualité? Un peu, oui. Sa capacité à mobiliser les souscripteurs, à placer les missions, c'est essentiel pour atteindre l'objectif des 300 milliards. Donc oui, choisir le bon chef de file, c'est très stratégique. Très clair. Bon, on a compris comment l'argent est levé, la structure, la crédibilité. Mais la question que tout le monde se pose, où va cet argent exactement? Les documents parlent de projets à fort impact. On a une liste: éducation, santé, énergie, agriculture, numérique, logistique, développement territorial. C'est très large. Est-ce que c'est juste une liste à la Prévert ou ça correspond à une vraie stratégie? Ah non, ce n'est pas une liste au hasard. C'est directement lié aux axes stratégiques de la vision à long terme du pays, ce fameux plan Sénégal Vision 2050. D'accord. Chaque secteur que vous avez cité correspond à un levier identifié comme clé pour le développement économique et social. L'éducation, la santé, c'est le capital humain. L'énergie, surtout renouvelable, il parle de solaire, d'éolien, c'est vital pour l'autonomie et la compétitivité. Logique, oui. L'agriculture, l'élevage pour la sécurité alimentaire, l'emploi rural. Le numérique, la logistique, routes, ports, ce sont les infrastructures de base pour moderniser l'économie. Et le développement territorial pour essayer de réduire les inégalités entre régions. Donc, on voit bien la cohérence. L'emprunt sert à financer des investissements très concrets, des choses visibles, écoles, hôpitaux, routes, centrales, qui doivent, en théorie, améliorer la vie des gens et jeter les bases d'une croissance plus forte et mieux partagée. Et le fait que ce soit concret, ça aide aussi peut-être À montrer où va l'argent. Exactement. Ça peut avoir un effet politique. Justifier la dette, montrer l'action de l'État et peut-être renforcer l'adhésion au projet. C'est une manière d'utiliser l'épargne de la nation et de la région pour construire l'avenir du pays. C'est une approche assez classique en fait, pour financer les infrastructures. C'est fascinant de voir comment tout ça s'articule. Si on devait résumer en quelques points clés cette opération, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors je dirais un État, le Sénégal, qui cherche une somme importante, 300 milliards de FCF. Pour financer quoi? Ces grands projets de développement, ceux de la Vision 2050. Comment? Via un appel public à l'épargne, donc une méthode très ouverte, avec un ticket d'entrée bas pour attirer l'épargne locale et régionale. L'offre est structurée, 4 tranches, des durées de 3 à 10 ans, des taux jugés attractifs, et surtout, la garantie forte de l'État pour rassurer. Tout ça est mené par un acteur financier régional reconnu, Impaxis, et se déroule dans un cadre réglementaire bien défini et sécurisé par l'AMF UOMOA. Voilà l'essentiel, je pense. C'est une excellente synthèse. Donc au final, c'est un peu un pari sur la confiance, non? Confiance des épargnants dans l'État et dans ses projets, et confiance de l'État dans sa propre capacité à mobiliser l'épargne locale pour sa vision à long terme. C'est exactement ça. La confiance, c'est le mot-clé. Et le succès de l'opération, ce ne sera pas juste d'atteindre ou de dépasser les 300 milliards pendant la souscription, ce qui est d'ailleurs assez probable vu les conditions. Le vrai test, c'est après. Le vrai test, c'est sur la durée, oui. Est-ce que la confiance va tenir? Elle tiendra si les fonds sont gérés de manière rigoureuse, transparente, si les projets annoncés voient vraiment le jour et ont l'impact attendu sur le développement, et bien sûr si l'État rembourse tout le monde rubis sur l'ongle. Et ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être pour aller plus loin.
Au-delà des rapports financiers habituels, on pourrait imaginer quoi comme mécanisme de suivi? Un suivi concret, accessible, pour que les citoyens, les investisseurs, puissent vraiment voir où va leur argent, comment avancent ces écoles, ces routes, ces centrales solaires financées par leur épargne. Bonne question. Comment on assure une redevabilité qui ne soit pas juste technique, mais vraiment palpable, qui renforce ce lien de confiance sur le très long terme entre l'État et ceux qui lui prêtent, y compris les plus petits épargnants? Une question essentielle, en effet. Ça nous rappelle que lever l'argent, ce n'est que la première étape. L'impact réel et la façon dont on en parle, c'est ça qui sera décisif au final. Voilà qui conclut notre exploration de cet emprunt obligataire sénégalais. Merci d'avoir suivi cette analyse.